non fondée pour faire les élections, monsieur, nous irons aux élections le 20 et nous présenterons les candidats. Parce que c'est ce qui est légal. Maintenant, pour la première question, vous avez demandé au niveau des recommandations pour le Togo, je n'ai pas très bien compris. Au niveau des recommandations de l'Union européenne, vous avez fait cas. Oui. Est-ce que c'est au pouvoir de mettre en application ou c'est non, mais normalement, dans un pays qui marche bien, c'est l'Assemblée qui vote les lois. Et donc, logiquement, c'est l'Assemblée qui met en œuvre les recommandations qui ont été faites à l'ensemble de la classe politique. Ce que nous déplorons dans notre pays, c'est que les recommandations de la CEDEAO n'ont pas été pris à bras le corps ni par le parti au pouvoir, ni par l'opposition parlementaire. C'est ce qui est dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prenait la question, je sais que quelqu'un va la poser, des locales. Est-ce que ça nous paraît normal que durant toute la période de la crise, personne n'ait parlé des locales, personne n'ait fait même des marches pour les locales, et que même sur les 5 points qui étaient retenus définitivement, que nulle part n'a parlé des locales, qu'aujourd'hui, sur les recommandations de la CEDEAO, personne ne parle des élections locales. C'est dommage. Et c'est à partir même de ce qui fait le centre de notre engagement politique. On trouve que les questions qui, en réalité, sont au centre de l'engagement politique et de l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens, malheureusement, on n'en parle pas. J'ai quelqu'un qui a dit, les gars, les députés se sont entendus pour augmenter leur salaire. Aujourd'hui, un député gagne 1,3 million. Mais honnêtement, on va aux élections législatives pour payer 91 personnes. Alors que les élections locales, ça concerne, on a dit combien de communes là, ça fait 120 communes. Et dans chaque commune, vous avez à peu près une vingtaine de conseillers municipaux. Donc regardez combien de personnes ça concerne. Il y a une hypocrisie au niveau de l'ensemble de la classe politique. Parce que là où ça concerne quand même le développement endogène, personne n'en parle. Les gens parlent des élections législatives. Pourquoi? Pour donner 1,3 million à 91 personnes. Ça n'a pas de sens. C'est en sérieux. Ou bien alors, certains aujourd'hui sont en train de dire oui, mais là même l'Assemblée là peut rester non. Bon, en fait, pour continuer à prendre 1,3 million, pour continuer à prendre 1,3 million, avoir des bons d'essence, avoir un passeport diplomatique, ainsi de suite. Enfin, à titre personnel, je pense que je réunis déjà un certain nombre de conditions qui ne fassent pas qu'aujourd'hui je sois en train de courir derrière les avantages liés à un poste de député. Mais comment on fait pour améliorer de façon chaude? Donc, les recommandations, elles doivent être mises en place à l'Assemblée nationale par notre classe politique. Et malheureusement, que ce soit celle de 2007, 2010 ou même 2013, elles n'ont jamais été reprises par aucune des formations majeures à l'Assemblée nationale. Pour écouter avec intérêt votre exposé, pour ma part, j'aurais peut-être à poser deux petites questions. Nous avons le thème qui porte sur quel espoir perspective de crise pour le Togo. Et selon l'analyse que vous avez donnée, il ressort qu'aujourd'hui la classe politique dans l'ensemble ne s'accorde pas sur un certain nombre des solutions proposées par la CEDEAO. Bon, quelle est selon vous, peut-être à ce moment précis, la probabilité qu'on puisse vraiment dénouer cette situation? Bon, et une fois, je vous ai écouté aussi que bon, la politique, c'est en quelque sorte, c'est comme faire du commerce. C'était sur une chaîne immédiate. Et bon, j'ai tiqué et à l'entendre, bon, peut-être que vous avez vous-même, peut-être, vous savez peut-être ce que vous dites en le disant. Pour moi, je me dis, c'est le peuple qui est au centre de tout ce que nous menons comme lutte politique. Le peuple souhaite véritablement qu'on puisse faire une démocratie pour permettre à ce qu'il y ait un épanouissement, un développement. Donc, maintenant, si vous qui allez mobiliser ce peuple, vous êtes à ce moment divisé, est-ce que véritablement, à un moment donné, le peuple ne serait pas obligé de vous laisser tomber si vous n'aboutissez pas à la lutte qu'on voudrait bien sûr que vous
puisse y atteindre. Donc c'est à peu près les deux questions que j'ai. Écoutez, vous savez, dans aucun pays au monde qui a fait le choix du multipartisme, les partis politiques de l'opposition, puisque au fait on est dans l'opposition quand on n'est plus dans la majorité gouvernementale, les partis politiques ne sont unis. Il y a des regroupements tactiques qui se mettent en place. Je pense toujours à ce qui s'est passé au Sénégal lors du deuxième tour, le regroupement tactique, et quand Macky Sall est venu au pouvoir, 16 anciens copains de la veille sont devenus de l'opposition. C'est uniquement dans les pays qui ont un système bipartite, à savoir une gauche et une droite, comme les États-Unis, encore que l'Angleterre même n'est plus devenue bipartite, depuis que les libéraux en sont montés en puissance. C'est uniquement dans les pays comme les États-Unis qui sont bipartites qu'en réalité on a une opposition unie parce qu'il n'y a qu'un seul parti officiel. Parce qu'il y a plein de petits partis dont on ne parle pas. Donc non, vous avez repris de mes phrases, je l'ai dit, c'est que la politique, c'est que vous allez présenter votre projet de société, qui est votre produit. C'est du marketing au peuple. Chacun a une façon de présenter son produit. Et s'il y a une égalité de choix, si tout le monde a la possibilité de présenter dans les mêmes conditions son produit marketing, le client choisit. C'est une allégorie, sans aucun doute. Mais ça ne va pas du commerce dans le sens, on va dire, vénal, où on se dit qu'on se fait de l'argent sur la politique. Non. C'est que chacun doit pouvoir avoir la possibilité de présenter son projet dans les mêmes conditions au peuple. Et ce que nous dénonçons dans ce pays, c'est par exemple le fait que les partis de l'opposition n'ont pas une égalité d'accès aux médias d'État, alors que les médias d'État sont ceux qui vont à l'intérieur du pays, qui est aujourd'hui des endroits, des bastions où l'opposition ne peut pas faire librement ses activités. Nous avons condamné avec la plus grande rigueur quand les villes de Bafilo, de Karaï, de Dabaïché, de Mango étaient transformées en fortins. Donc en réalité, c'est que si tout le monde a le libre accès des populations, chacun présente son programme politique. Et puis après, si les élections sont transparentes, ben, libre au peuple. Parce que vous savez, c'est une expression qui me gêne un peu, de dire le peuple, parce que chacun a son peuple. Le net fait des meetings à des endroits où il fait sortir du monde. La C14 fait sortir du monde, l'UNI fait sortir du monde. Tous les partis politiques ont leur peuple. Et d'ailleurs, tant mieux. Maintenant, ce que nous réclamons, c'est de faire en sorte que nous puissions, parce que nous avons choisi la démocratie comme mode d'évolution du pouvoir, que nous puissions, par ce moyen pacifique qu'on appelle les élections, choisir nos dirigeants. Et ce qu'il nous faut, c'est comment faire pour se donner les meilleures conditions d'organisation des élections. C'est ça en fait. À la fin de la journée, c'est ce que nous tous nous demandons. Donc oui, je pense que il n'y a pas une opposition, il y a des oppositions. Je l'ai dit tout à l'heure, nous depuis 2014, on a déjà pu rentrer dans les mouvements politiques. Les centristes sont un courant de pensée, ce n'est pas un mouvement politique, c'est un cadre de concertation et de proposition. Mais en dehors de ça, depuis même le lancement de cette histoire le 13 avril, vous voyez que le net pas en fait ses activités sur le terrain. Bon, maintenant, la carte politique s'accordait sur des sujets. Ce qui est dommage dans notre pays, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'hommes d'État, on a trop de politiciens. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui pense avant tout à l'intérêt supérieur de la nation. Et dans notre pays, dans tous les camps, peut-être même y compris le nôtre, tout le monde pense avant tout à son parti, à sa famille politique, avant de penser au truc. Donc, ce qui fait qu'il y a des propositions. Je parie même que si aujourd'hui Force se lève et dit qu'il abandonne le pouvoir, il y a des gens qui vont dire c'est qu'il y a quelque chose derrière. Ça là, c'est pas clair. C'est ça le problème, c'est que systématiquement, quand l'adversaire politique fait quelque chose, il dit il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Aujourd'hui, moi, je me mords les doigts. Si en 2014, cher monsieur, j'étais à la C14, non, CAP 2015. Et avec la CAP 2015, sur les discussions qu'on avait d'abord au niveau du conclave, avec une proposition qui était intéressante, qui avait été soutenue par le CAR, et pour laquelle même les députés de l'UNI étaient d'accord à savoir faire la limitation du mandat en prenant le mandat de 2010 à 2015, en considérant que c'est le premier mandat de M. Poignassandi. Et qu'en ce moment, les députés de l'UNI nous disaient, même si on a accepté ça, vous devez aussi, vous aussi accepter qu'il faut avoir les élections en 2015. Et
certains de ceux qui ont la possibilité de prendre les décisions disent négatif. Aujourd'hui, nous avons un regret en regardant ce qui se passe en RDC, cher monsieur. Parce que le verrou constitutionnel est l'élément sur lequel tous ceux qui veulent nous aider peuvent s'appuyer. Et nous, on n'a pas encore ce verrou dans notre Togo. Quand il y a un verrou constitutionnel, on ne peut pas savoir qu'est-ce que serait eu au Togo si en 2003, le verrou constitutionnel avait existé. On n'en sait rien. Parce qu'on l'a sauté en 2002. Donc quand il y a un verrou constitutionnel, toutes les personnes qui veulent vous appuyer peuvent s'appuyer sur ce verrou constitutionnel. Quand il n'existe pas, c'est compliqué. Donc oui, que les politiciens arrivent à s'entendre, je suis le premier à le vouloir, mais c'est très compliqué. Et à ce point, je pense que je vais résumer l'ensemble de tes questions en un seul élément. Je le dis encore une fois, si demain les facilitateurs disent que la CENI n'est pas dans son rôle et disent qu'il faut le composer, on se soumet. Parce qu'encore une fois, excusez-moi, je suis un acteur politique, mais personne ne m'a considéré. Non, mais c'est vrai, personne ne nous a considéré. Les gens se sont assis, ils ont décidé que c'est eux seuls qui ont la possibilité de prendre les décisions. Mais je suis obligé d'aller dans le sens des lois de mon pays. C'est tout simple. Donc si demain la CEDEAO, à qui on a donné un pouvoir supranational, décide que la CENI n'est pas dans son droit chemin, elle décide de suspendre, parce que la CENI était d'abord dans les préparations en janvier, on a décidé de suspendre les activités de la CENI. Les commissions sont allées laisser chez eux. Donc si demain la CEDEAO, les facilitateurs disent « Ah non, mais vous n'appliquez pas la feuille de route des chefs d'État et qu'il faut suspendre ben, », est-ce que vous me voyez en train d'aller, on est 1 sur 13 là, en train de dire que non, non. Si la CEDEAO décide que la composition actuelle de la CENI n'est pas bonne, ben, on obtempère. En 2014, cher ami, au niveau de la coalition arc-en-ciel, s'il faut rappeler certaines choses, nous étions 4 partis. Et les 4 partis avaient décidé d'envoyer quelqu'un, je ne vais pas donner de nom parce que les gens ne vont pas le placer, d'envoyer un de nos représentants à la CENI. Et quand il y aura 14 CENI, on se les répartirait. Mais un des 4 a décidé de prendre 11 et de nous donner un, la CENI de Bazar. N'ayant aucune possibilité, il dit si vous me donnez un, je ne prends pas. Mais je ne pouvais pas dire, puisque tu n'es pas la CENI, je ne peux pas dire non, moi je prends 3, je prends 4, je prends 5. Donc A fait ce que A peut. A ne fait pas ce que A ne peut pas. Donc si aujourd'hui, je répète encore, la CEDEAO vient nous dire la CENI n'est pas dans son rôle parce que ça ne correspond pas aux recommandations de la CEDEAO. Soit, si la CEDEAO dit qu'il faut recomposer la CENI, personne ne doit demander notre avis. Même si, bien entendu, on a eu des relations, des rencontres bilatérales, mais bon, ça, on n'en parle pas. Ça fait partie du quotidien de toutes les formations politiques. Mais aujourd'hui, nous n'avons aucune force, parce que nous avons donné une force volontairement, sans même qu'on demande nos avis à nous, sans qu'on demande l'avis à la société civile, qui joue pourtant un rôle important. Nous avons donné quitus à la CEDEAO de décider à la place des Togolais. C'est malheureux. Nous, depuis le début de la crise, nous avons appelé quoi? À ce que l'ensemble des acteurs s'asseyent et discutent sous l'égide peut-être des sages du Togo, parce qu'il y a pas quand même des sages au Togo. On n'en a pas voulu, on a dit que non, mais de toute façon, ils vont voler, ils vont faire tout donc que la CEDEAO. Maintenant, aujourd'hui, je l'ai dit, nous ne sommes pas satisfaits de la feuille de la CEDEAO. Les questions importantes ne sont pas abordées. On n'a pas résolu le problème parce que quand on prenait finalement sur le code et sur la Constitution, il n'y a que limitation de mandat. On l'avait déjà depuis CPDC 2012. CPDC 2012. Limitation de mandat. Élection en 2 tours. Depuis CPDC 2012, plus 2014. Et recomposition de la Cour constitutionnelle. Mais quelle que soit la recomposition de la Cour constitutionnelle qu'on fait, elle sera toujours une copie de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas une Cour constitutionnelle uniquement opposition, vous aurez une Cour constitutionnelle avec peut-être une majorité de l'opposition si on gagne les élections. Si on ne gagne pas la recomposition dont on parle, vous aurez une Cour constitutionnelle dominée aussi par le parti au pouvoir. Mais peut-être ce qui peut se faire, c'est peut-être avoir une Cour constitutionnelle qui a l'image de l'Assemblée nationale. C'est que, comme on le fait au niveau de la CENI, si l'Assemblée nationale, l'opposition a un tiers de l'Assemblée nationale, il faut qu'un tiers des juges soient issus de l'opposition, c'est tout. C'est ce qui peut nous arriver, de mieux. Et on supprime donc la nomination par le président. Encore que dans beaucoup de pays, on a vu que le président vient régler le problème des disparités au niveau de l'Assemblée nationale, en prenant des gens que les députés n'auraient jamais
Maintenant, monsieur Anani, bon, Monsieur le Président, peut-être je vais me relancer sur une question. Dans l'intervention de M. Siakole, il semblait dire que, en tout cas, le problème du Togo, ce n'est pas les élections. Est-ce que dans la situation actuelle, si on dit en nos élections, est-ce que le net... J'ai déjà répondu à la question. J'ai dit que si la CENI actuelle, si la CEDEAO ne dit pas que la CENI actuelle n'est pas illégale et qu'on dit qu'il faut aller aux élections, on dira. Je vous ai déjà répondu. C'est-à-dire que nous avons, c'est nous-mêmes qui ont pris notre tête pour aller déposer sur le bureau de la CEDEAO. Si elle dit que non, est-ce qu'on nous a consulté pour fixer la date du 20? Non. Je n'ai même pas l'impression qu'on a consulté qui que ce soit. Les gens regardaient qu'ils ont encore une réunion extraordinaire le 22 et ils ont dit pourquoi on fixe ça au 20. Donc, malheureusement, c'est pas, je ne suis pas content de la fête de la CEDEAO, mais c'est que nous nous sommes pris, les Ivoiriens disent on s'est vendu cadeau. On s'est pris, on allait se mettre là, les gens on a décidé d'entrer face, tout en oubliant que, même au sein de la CEDEAO, il y a des compétitions entre nations. Quand les Togolais ont des problèmes, les Béninois et les Ghanéens sont contents. Parce que les gens ne viennent pas trouver qu'on a des problèmes, même les Ivoiriens sont bien contents. Et donc, on s'est pris, on allait donner à des gens cadeaux, maintenant ils nous ont mis des trucs contre. Si on décide qu'il faut aller à la chose, parce que vous avez dit, monsieur Rani l'a dit tout à l'heure, il y a un chronogramme, ils ont dit qu'ils arrivent à la fin du mois. S'ils arrivent à la fin du mois et ils désavouent le travail fait par la CENI, on s'exécute. Moi, je suis allé à la CENI sur la base de l'article 12 du code électoral togolais qui fait office de composition de la CENI togolaise. N'étant pas à l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui a mis en place la CENI de 2015, dans laquelle il y a beaucoup de nos délégateurs qui étaient. C'est la même Assemblée qui a mis la CENI de 2018. Donc, bon, si on décide que cette CENI n'est pas valide, honnêtement, ça pose pas de problème. Et je vais répondre à la question de notre ami derrière. C'est qu'en réalité, on s'en fout de la CENI. C'est si nous proposons quelque chose au peuple togolais et que les élections sont transparentes, il n'y a pas de problème. Je l'ai dit tout à l'heure, si nous tous, ce que nous tous nous disons ici, nous transposons nos expériences subjectives. Quand nous disons, oui, le peuple togolais, les gars, vous êtes interrogés comme un peuple togolais. Personne, on n'a pas de... C'est-à-dire que même quand on a un sondage, vous avez vu les sondages de partout, les sondages ne sont... Si les sondages marchaient, M. Trump ne serait pas président aujourd'hui. Donc, chaque parti politique, si petit qu'il soit, a son peuple. Chaque parti politique, si petit qu'il soit, a son peuple. Donc, nous conformerons à la décision de la CEDEAO, même si nous n'avons pas appelé la CEDEAO pour venir juger nos affaires. Je ne sais pas s'il a répondu. Pour lui, il disait que, bon, selon sa vision, nous ne sommes pas dans une dictature, mais vous semblez dire que nous sommes dans la dictature, raison pour laquelle vous êtes légaliste. Est-ce que c'est la dictature ou bien la démocratie? Ouais, vous savez, tout ça, l'ennui, c'est que nous restons dans des appréciations subjectives. Parce que quand vous prenez aujourd'hui un indicateur qui doit normalement vous faire plaisir, l'indicateur de Reporters sans frontières, aujourd'hui, en termes de liberté de la presse, le Togo est très en avance. Même, je pense qu'on est même proche maintenant de la France en termes de liberté de la presse. Un indicatif fourni par une association dont le surnom n'est pas le même cause. Donc, après, c'est subjectif. Vous pouvez vivre dans le même lieu et avoir des expériences différentes. Mais sur cette question-là, je le dis encore, des gens peuvent considérer qu'ils sont dans une dictature, mais moi j'ai fait le choix, le jour où j'ai décidé de faire la politique, parce qu'il y a certaines années, j'étais un acteur, un activiste, comme vous voulez. Le jour où j'ai décidé de faire la politique, on a respecté les conditions de constitution d'un parti politique mises en place par la charte des partis politiques. Donc nous sommes entrés dans la légalité et nous faisons suivant cette légalité. À plusieurs reprises, il y a eu des tentatives de renversement du pouvoir entre guillemets dictatorial par des moyens qui n'étaient pas des moyens légaux et nous les avons toujours dénoncés. C'est notre ADN, c'est comme ça on n'empêche pas quelqu'un de dire qu'on n'est pas dans une dictature parce que c'est son appréciation, mais nous considérons que nous sommes dans un pays où ceux qui sont au pouvoir utilisent tous les artifices et tous les textes qui font de nous une république pour se maintenir au pouvoir. Ce que nous appelons aujourd'hui dans un jargon une démocrature, tout simplement. On utilise la démocratie pour impliquer une dictature. C'est ça qu'on appelle une démocrature. Mais quand vous prenez tous les textes, on a aujourd'hui dans notre pays toutes les institutions qui sont supposées fonctionner et qui ne fonctionnent pas. On a l'un des meilleurs codes électoraux de l'Afrique de l'Ouest. La personne l'applique. Vous savez, dans notre
code électoral, un exemple qui est très simple, les cadeaux en campagne sont interdits. Qu'il applique. Dans le code électoral, la CENI doit mettre des emplacements réservés pour les affichages. Et chaque parti doit avoir le même format d'affichage. Qui ne respecte personne. On a de bons textes que personne ne respecte. Les cadeaux pendant la campagne, les t-shirts. C'est ça en réalité qu'on doit viser. C'est ça le nœud du problème, ce n'est pas les textes, mais c'est leur application. Parce que, mon frère, je vous donne toujours cette anecdote dans mon village en 2013. Je suis dans ma caravane, j'arrive, il y a une jeune dame de 32 ans qui m'entraîne, une trentaine d'années qui m'arrête avec son enfant. Elle dit, c'est toi qui fais la campagne? Je dis oui. Dans ma t-shirt, je dis, j'ai pas de t-shirt. Dans ma savon, je dis, j'ai pas de savon. Dans ma maïs, je dis, dans ma maïs. Bon, dans ma calendrier, on n'a pas de calendrier. Elle dit, dans ma chapeau, moi, on n'a pas de chapeau. Elle dit, oh, c'est pas grave, dans ma 500, je vais aller boire pour tout. Je dis, pas 500, elle dit, mais c'est quelle campagne toi tu fais? Parce que mon frère, la campagne, c'est l'argent. Et l'argent, c'est la monnaie. Donc, comment faire en sorte qu'on étudie les stratégies que d'autres oppositions ont faites dans d'autres pays pour transformer la frustration qu'on a eue du 9 août jusqu'à peut-être fin décembre en une vague électorale. C'est ça pour nous aujourd'hui l'enjeu. Bon, maintenant, je sais, vous êtes une Bible en termes de... Il y a beaucoup de choses que vous avez dites pour certains, même j'étais même pas encore actif, j'étais sur le campus. Pour d'autres choses, j'étais dans l'armée. Donc, moi, je peux parler que de ce que je connais en tant qu'acteur, même si ça ne nous évite pas, bien entendu, de voir tous les rappels. Aujourd'hui, vous semblez dire est-ce qu'on n'est pas en train de créer des opposants? Maintenant, c'est, vous savez, ce genre de questions, je parle encore d'une réalité subjective. Parce que ce que j'ai au fond de mon cœur, je l'ai, mais je dis toujours que depuis 2012 que nous sommes engagés en politique, j'aimerais bien qu'on nous trouve une seule fois où nous avons tenu des propos tendant à encenser le régime en place. Quand vous prenez les partis qui envoient le plus de courriers de contestation, de protestation, vous avez l'empathie. Quasiment à tous les ministres. Une fois sur deux, ça marche. Parfois, on est obligé de ne pas en parler. Parce que ça fait partie de la diplomatie du pouvoir. Le nombre de personnes, nous, que ce soit l'époque quand elle a C14 ou quand elle même a avancé, le nombre de fois nous avons pas les ministres du gouvernement pour dire il y a ça qui ne marche pas, les gars, il faut arranger. Parce que nous pensons que si demain, par la grâce de Dieu, nous venons au pouvoir, c'est ce que nous attendons de notre opposition. Qu'elle nous critique, mais qu'elle puisse aussi considérer qu'il ne faut pas attendre d'arriver uniquement au pouvoir pour arranger les choses, parce que les problèmes des gens n'attendent pas. Une élection, c'est tous les 5 ans. Est-ce qu'on va attendre que ça pourrisse avant qu'on constate que 5 ans, ça ne marche pas? Non. Donc c'est ça notre façon de faire la politique. Elle est peut-être critiquable, elle n'est peut-être pas aussi tranchée que certaines personnes, mais bon, je pense qu'il faut beaucoup de personnes pour faire tout un monde. Maintenant les questions, tu peux me rappeler? Oui, il disait, est-ce que c'est aussi facile de démissionner de l'armée? Ah non, j'ai fait la même prison que tu vois durant 1 mois et demi. Quand j'ai démissionné en 2008, je n'avais pas le droit de visite de plein de membres de ma famille. Donc ce que je mangeais, c'est... Heureusement que quand j'étais instructeur, je n'ai pas trop fatigué mes sous-officiers parce qu'ils sont bien occupés de moi. Mais si j'avais été très vache, je pense qu'ils auraient été très vaches. Donc oui, je pense quasiment 1 mois et 1 mois 115. Parce que c'est la première fois qu'un officier, je n'ai pas démissionné en 2008. J'ai pris une non-activité qui est autorisée par l'article 27 de la loi portant statut militaire des forces armées congolaises. Donc je n'ai pas démissionné, j'ai demandé 2 ans de non-activité. Après les 2 ans, j'ai encore demandé 5 ans, parce que c'est 5 ans renouvelables une fois. Et c'est après une année que j'ai envoyé ma lettre de démission disant qu'aujourd'hui, en faisant passer quand même des arguments qui étaient des arguments très, très simples. Étant dans la vie civile, j'avais créé des entreprises qui employaient une 50aine de personnes. Est-ce que ça valait la peine de revenir dans l'armée et devenir de nouveau fonctionnaire si j'arrivais quand même à faire vivre une 50aine de Togolais? Je pense que ça a été l'argument qui a permis de me lâcher partir. Mais bon, ça n'a pas été passé. Bon, maintenant après, je n'ai pas quitté l'armée en 2008 pour rentrer dans la politique. Normalement, vous avez suivi un peu mon parcours. Armée, écrivain, blogueur, et en 2012, avec d'autres copains, on a décidé de lancer un parti politique pour faire la politique autrement. C'est très difficile.
Et bon, ben, on le constate tous les jours. Donc non, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je suis sans aucun doute l'un des seuls militaires à quitter l'armée, à faire la politique, mais après moi, beaucoup sont partis en utilisant la non-activité. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de partir. Même si demain le Ghana nous attaque, je monte dans un char immédiatement. Il y a quelques questions. Je ne vais même pas attendre qu'on m'appelle. Parce que bon, la formation est toujours là. J'étais tireur d'élite. Je vais faire la peau à ceux qui envahissent le pays, ça c'est clair. J'ai l'esprit patriotique. Donc s'il y a une guerre contre un ennemi, je vais monter dans un char, ça c'est clair. Mais pour le moment, je fais la politique et on s'allonge pour que Ford, s'il se présente en 2020, qu'il aille aller essayer à voir comment ça se passe quand on est dans l'opposition, Inch'Allah.